Donc on est vraiment dans une culture masochiste qui fait que les masses d'étrangers qui arrivent et qui, en grand nombre, ne peuvent plus adhérer à quelque chose qui n'est pas attractif. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Charles Rogeman, considéré comme l'un des pionniers de la prévention de la violence sociale et de la thérapie sociale. Nous le recevons aujourd'hui afin de parler notamment de son dernier livre, La société malade. Bonjour Charles Rogeman. Bonjour. Et avant d'évoquer ce livre, tout c'est une tentative réussie, c'est le plus souvent, de guérir des collectifs qui ont besoin de vivre ensemble ou de travailler ensemble, mais qui sont séparés par des méfiances et dans le pire des cas, par des haines. Donc ça peut aussi bien être une prévention de guerre civile, par exemple, dans certains endroits comme en Amérique du Sud, qu'un travail de réconciliation après des guerres civiles comme au Rwanda. Et puis aussi, de façon très courante, dans des pays comme les pays d'Europe occidentale, ça peut être un travail qui peut réunir des gens dans des équipes, dans des hôpitaux, dans des institutions, qui n'arrivent pas à créer une cohésion et pour travailler ensemble dans des situations où il y a beaucoup de violence et qui les expose à des dangers. Charles Rogeman, vous avez une très longue expérience. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà tout ce que vous avez fait tout au long de votre vie et cette vocation? Oui, oui. Mes parents étaient cachés avec moi. Je suis né au moment d'une grande rafle de juifs étrangers. Mes parents étaient des juifs polonais étrangers. Et donc il y a eu le jour de ma naissance une rafle. Et en même temps, à peu près au même moment, en Pologne, mes 4 frères ont été assassinés. En Pologne, mes grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Donc je suis né un peu dans cette ambiance de l'après-guerre, avec ce souvenir de ce qui s'était passé. Et puis ensuite, j'ai eu une vie, très... Je ne me suis pas spécialement occupé de cette question-là. J'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de métiers différents. J'ai enseigné la littérature française à l'université. J'ai été agriculteur, viticulteur. J'ai été conteur, j'ai fait des disques pour les enfants. J'ai eu beaucoup de métiers différents. Et j'ai été psychothérapeute. Et dans les années à peu près 80, c'est là qu'on m'a demandé de travailler sur les questions du racisme et de l'immigration. Et c'est là que j'ai tenté une première expérience qui était à l'époque de SOS Racisme, même un peu avant, à l'époque où on moralisait beaucoup les gens. Il y avait la crainte du père Le Pen, le Front National, et donc on disait qu'il fallait que les gens arrêtent d'être racistes, etc. Il y avait tout ça. Et moi, je me suis dit, mais non, je vais tenter une expérience. Comme je suis psychothérapeute, j'étais psychothérapeute à ce moment-là, je vais me contenter d'écouter les gens, de les écouter, et on m'avait demandé de faire des stages sur l'accueil des immigrés. Et donc là, j'ai écouté les gens, et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que derrière les méfiances, il y avait des peurs, que ces peurs étaient quelquefois justifiées par des comportements qui terrorisaient les gens, qui leur faisaient peur. Donc je me suis mis à travailler sur ces questions de violence et à inventer une méthode que j'ai appliquée dans différents quartiers de la banlieue parisienne, de Marseille, de Lyon, un peu tous les endroits difficiles en France. Et c'est là qu'est née la thérapie sociale. Ce travail qui vise
comment dire, à guérir des collectifs qui doivent vivre ensemble, parce qu'ils sont dans le même endroit, ou dans la même équipe, ou qui doivent travailler ensemble, mais qui sont séparés par des méfiances, des haines, des préjugés, et qui n'y arrivent pas. Et donc c'était un travail qui a débouché ensuite sur des actions à l'étranger, aux États-Unis, sur les tensions raciales, en Amérique du Sud, sur les processus de paix, au Rwanda, sur la réconciliation entre les ex-génocidaires sortis de prison et les rescapés, etc., etc. Donc c'est un travail qui se poursuit aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai formé beaucoup de gens dans plusieurs pays, j'ai eu des écoles de formation, je travaille avec des universités en collaboration avec différentes universités aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en France. Et donc voilà, c'est ça la thérapie sociale, pour dire les choses simplement. Mais ce qui est intéressant dans ce travail de thérapie sociale, c'est que les gens, petit à petit, mis en confiance, baissent le masque et disent ce qu'ils savent sur les réalités. Et donc c'est très intéressant parce que ça concerne le livre que j'ai écrit. Ça m'a aidé en écoutant des milliers de personnes, ça m'a aidé à prendre conscience de ce qu'était la réalité aujourd'hui, la réalité sociale, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et je me suis rendu compte que, inversement, beaucoup de gens parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils connaissent par des médias, leurs médias de prédilection. Et donc on a comme ça des groupes dans la société qui sont fracturés, opposés, avec des idéologies différentes. Et c'est ça le climat que nous vivons aujourd'hui, qui est un climat de, comme certains disent, de guerre civile à bas bruit. C'est-à-dire cette ambiance où les gens se diabolisent les uns les autres et n'arrivent plus à créer un nous qui est le nous national tel que nous le connaissons, avec en plus des pressions qui viennent de l'extérieur, pression de la mais je ne suis pas le premier à le dire, pression de la mondialisation, pression du néo-communisme à travers la France insoumise et ce genre de mouvement, et l'islamisation, évidemment, l'islamisme. Ce sont tous des mouvements qui mettent en péril la cohésion nationale. Et donc aujourd'hui, je suis devenu, je dirais, par provocation, je suis devenu un vrai nationaliste. C'est-à-dire que je crois que seule la nation aujourd'hui peut nous protéger de tous ces périls, je dirais, totalitaires, qui sont, comme je viens de le dire, le néo-communisme, la mondialisation marchande, et puis l'islamisme. Et donc aujourd'hui, je pense que la nation est vraiment le cadre qui protège et qui n'est plus ce qu'on a connu autrefois, le nationalisme à l'allemande ou à la fasciste italienne ou à l'Allemagne ou dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire un nationalisme de conquête, de suprématie. C'est plus ça aujourd'hui le nationalisme. Aujourd'hui, c'est ce qui protège les individus et qui leur permet de vivre ensemble le mieux possible. Et on va justement revenir sur tous ces éléments, mais vous êtes également auteur. Oui. Et l'auteur auteur du dernier ouvrage, La société malade. Oui. Et pour commencer, quelle est selon vous la pathologie principale qui aujourd'hui mine la France ? Il y a plusieurs pathologies, mais grosso modo, il y a un climat dépressif qui est que on ne croit plus, beaucoup de gens ne croient plus qu'il est possible de sortir du marasme dans lequel nous vivons. Et puis il y a vraiment chez d'autres une victimisation qui fait que on voit les autres comme des monstres. C'est-à-dire qu'on a du mal à avoir des relations normales les uns avec les autres. Et donc il y a tout ce phénomène de diabolisation des autres qui fait que la société se fracture et qu'il n'y a plus de nous, il n'y a plus de
de cohésion nationale, avec en plus évidemment tout ce qu'on dit, tout ce que tout le monde sait sur l'immigration de masse qui amène des cultures différentes, avec aussi des gens qui n'adhèrent pas en priorité à la vie nationale et à la République, avec tout ce qui, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, ça devient banal, à savoir que on n'a pas beaucoup assimilé parce qu'on a dit qu'il fallait que chacun vienne avec sa culture, avec son espace personnel et collectif. Et ça, c'est pas possible pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas. Et donc, on a aussi dit que on a beaucoup battu notre couple en disant nous, les Occidentaux, nous avons fait du mal, nous avons colonisé, nous avons fait la Shoah, etc. Alors qu'on ne veut pas voir que toutes les horreurs de l'esclavage, etc., c'est quelque chose qui est universel, et c'est même l'Occident qui a, lui, décidé d'arrêter l'esclavage alors qu'il s'est poursuivi dans d'autres contrées. Donc on est dans une culture masochiste qui fait que les masses d'étrangers qui arrivent et qui, en grand nombre, ne peuvent plus adhérer à quelque chose qui n'est pas attractif. Et en plus, vivent de plus en plus, comme ils sont de plus en plus nombreux, et vivent dans des quartiers séparés, il y a vraiment des cultures qui se développent, des cultures antagonistes qui se développent. Et donc on a la situation actuelle en France avec beaucoup de violence, beaucoup d'insécurité, mais je répète des choses qui sont dites à longueur de journée. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire un diagnostic un peu plus précis, un peu plus détaillé, et puis d'esquisser des pistes de transformation et des pistes de solutions, plutôt que de se lamenter et de considérer que nous sommes perdus et que notre civilisation est en train de s'effacer ou de se suicider. Moi, je suis un pessimiste actif, c'est-à-dire je pense que la situation est grave, mais pas désespérée, et qu'on peut faire quelque chose à condition de s'y mettre et de regarder les réalités en face, et de ne pas nier, d'être dans le déni de la réalité. Et comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir mis des groupes en présence dans toutes sortes d'endroits en France et à l'étranger, et des groupes qui finalement, petit à petit mis en confiance, parlent de ce qu'ils savent vraiment, ça m'a donné quand même une idée des réalités, et qu'il était important qu'on regarde la réalité en face et non à travers des lentilles idéologiques. Ce que le plus souvent on fait, parce que si je prends l'exemple que je connais bien, puisque je connais bien les questions du Moyen-Orient et j'y ai travaillé, j'ai créé des rencontres aussi entre Israéliens et Palestiniens à une époque. Et donc ce sont des sujets que je connais bien, et je vois à quel point les gens, et en particulier la jeunesse, parlent d'un sujet qu'elle ne connaît pas, au lieu de parler de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que les gens parlaient de ce qu'ils ne connaissaient pas, ou de ce qu'ils connaissaient par ouï-dire, à travers les propagandes, à travers leurs médias de prédilection, par exemple, qui sont pas les mêmes pour chaque groupe. Et donc les gens ne parlent pas, alors que lorsque les gens parlent de ce qu'ils savent, de leur vie quotidienne, de ce qu'ils vivent eux, ils disent des choses très intéressantes et très intelligentes. Mais quand on parle de ce qu'on ne connaît pas, moi par exemple, je ne me mettrais pas à parler du sujet du Tibet, par exemple. Je ne sais pas exactement ce qui se passe au Tibet, donc on connaît. Bien sûr. Et alors, je suis désolée, je vais quand même vous Oui. continuer
L'analyse Oui, avant tout de la société. Et justement, vous écrivez dans votre ouvrage, je vous cite, oui. On ne vit plus ensemble, on se somme de le faire, comme on exhorte un mourant à respirer. À quel moment, Charles Rogeman, cette promesse de vivre ensemble s'est-elle transformée en illusion ? À partir du moment où on ne vivait plus ensemble, on a créé le vivre-ensemblisme. C'est-à-dire une idéologie du il faut vivre ensemble. C'est moral de vivre ensemble. Et à ce moment-là, on a voulu effacer justement les vraies difficultés. On a voulu effacer l'insécurité, on a voulu effacer la haine qu'il pouvait y avoir dans la société. On a voulu dire que l'islamisme n'était pas un véritable danger, etc. Et donc, du coup, on a créé une espèce d'illusion qu'on pouvait vivre ensemble, alors qu'on ne vit plus ensemble. Comme l'a dit, je crois, un ministre de l'Intérieur, là, Collomb, on vit séparés et face à face, bientôt, de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous utilisez la notion d'archipel. Oui, d'archipel. On vit dans des archipels qui ne se connaissent plus, qui ne se fréquentent plus et qui se diabolisent mutuellement aussi. Oui, parce que vous allez jusqu'à parler d'archipel ennemi. D'archipel ennemi, oui, bien sûr. Et donc ça, concrètement, est-ce que vous auriez des exemples actuels à nous donner pour qu'on se rende compte ? Elle ne les connaît pas, elle ne les fréquente pas, et on n'a qu'une société d'ennemis, justement. Et il n'y a pas de... moi, quand j'ai créé des groupes dans des banlieues françaises, autrefois, c'est vrai que... même plus récemment, j'ai par exemple, je vous donne un exemple, j'ai par exemple créé des groupes en Allemagne. Il y avait dans des quartiers de plusieurs villes allemandes, ce sont les maires de ces villes qui m'ont demandé de faire quelque chose, parce qu'il y avait une ambiance électrique, d'inimitié justement entre les gens dans les quartiers. Et il y avait d'un côté des gens qui étaient favorables à l'accueil des immigrés et qui avaient un esprit, je veux dire, qui voyaient que l'Allemagne avait dépassé ses démons et qui voulaient que qui voyaient les risques qu'on courait avec cette immigration massive, en particulier en provenance de Syrie ou d'Afrique du Nord. Et donc ces gens-là étaient vraiment, se diabolisaient mutuellement. Et donc il y avait dans les quartiers vraiment une absence de tranquillité collective. Et donc social, ils ont pu entendre l'autre et se mettre à parler ensemble, et parler ensemble des réalités qui étaient complexes. Aux problèmes quotidiens qu'ils pouvaient rencontrer dans le... Et pour reprendre un triste exemple actuel, pour revenir sur la mort de Quentin de Ranc, est-ce donc le résultat de cette diabolisation entre plusieurs archipels opposés ? Absolument. Néo-nazis. Alors qu'ils se revendiquaient nationalistes et catholiques. Et catholiques, et traditionnalistes. Mais il est vu comme un... Voilà, c'est ça la diabolisation, un militant néo-nazi. Et donc, il n'y a pas possibilité de rencontre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société française. Et cet exemple, il est vraiment typique. Et on voit bien que la violence, aujourd'hui, elle monte et la haine monte dans la société